RCF. Bonsoir Claude Malhuret. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation dans ce 18-19. Vous êtes sénateur de l'Allier, président du groupe Les Indépendants, République et Territoire, une voix libre au Parlement, c'est comme ça que vous êtes souvent présenté. Claude Malhuret, vous avez commencé la politique, j'ai regardé, en 1989 en tant que maire de Vichy. Vous avez été aussi député européen. Les rouages de la vie politique, vous les connaissez donc par cœur. Plus de 25 ans d'expérience dans le domaine. Si l'on prend un peu de recul sur la situation, est-ce que, selon vous, en tout cas, la France vit sa plus grave crise politique sous la Ve République ? Il y en a, vous savez, des crises politiques, ça arrive relativement souvent. La première motion de censure de la Ve République, elle est arrivée, si je me souviens bien, enfin, je m'en souviens pas, mais c'est dans les livres d'histoire, en 62. Avec la chute du gouvernement Pompidou, la France s'en est relevée. En mai 68, je vous signale que le général de Gaulle avait quitté la France en hélicoptère pour aller à Baden-Baden, consulter le général Massu qui commandait les troupes françaises en Allemagne et qu'il envisageait bien entendu de démissionner. Un an plus tard, il a perdu le référendum et il a quitté à chaque fois, on a dit c'est une crise politique, c'est une crise de régime, et puis voilà, il faut bien continuer à vivre, et cette fois-ci, on continuera, nous aussi, quand on voit ce qui se passe ailleurs, je ne parle même pas de la Syrie ou de l'Ukraine, mais plus près de nous, l'Allemagne qui est dans la même situation, à quelque chose près, puisque dans quelques heures ou quelques minutes même, le chancelier Scholz va voir la confiance lui être refusée, par conséquent des élections, de nouvelles élections législatives. Voilà, c'est chez nous une sensation de crise, parce que la Ve République est un régime extrêmement stable depuis près de 70 ans maintenant, et qu'on n'y est pas habitué, mais nos voisins ont très régulièrement la même situation, avec des coalitions qui mettent des mois à se composer. En Belgique, il y a 2 ou 3 ans, on est même resté sans gouvernement pendant près de 800 jours. Ça n'a pas empêché la Belgique, alors je ne sais pas si elle fonctionne bien ou pas en ce moment, mais enfin, je n'ai pas vu les gros titres des journaux dire que la Belgique était en train de s'enfoncer. Voilà, donc je crois qu'il faut pas, on n'en est pas au stade d'une crise de régime ou d'une crise majeure. C'est le fonctionnement normal des institutions. Est-ce qu'on va savoir s'y adapter ? Parce que c'est pas notre tradition et c'est pas la tradition de la Ve, c'est un problème. C'est vrai que c'est ce que j'allais dire, on n'a pas vraiment la culture du compromis comme dans d'autres pays. Est-ce que tout simplement on n'arrive pas un petit peu aux limites de cette Ve République que l'on vantait par sa stabilité depuis des dizaines d'années? Aujourd'hui, on sent que effectivement la situation politique est plus qu'instable, avec 3 majorités au sein de l'Assemblée nationale que tout oppose. Alors oui, alors dire qu'on arrive aux limites, c'est évidemment la tentation qu'on a. Moi, ce que je constate, c'est 2 choses. La première, c'est que cette Ve République, elle a près de 70 ans et qu'elle est en train de dépasser le record de nos constitutions. Elle va bientôt dépasser la Troisième République, donc et encore la Troisième République, c'était... Enfin bref, je ne commande pas là-dessus, mais depuis 70 ans, elle a fonctionné sans accroc, et en tout cas en réparant les différents accrocs et les différentes crises politiques qu'il y a eu. Donc moi, je suis toujours très... Le réflexe, c'est de dire, ah ben oui, la Constitution, c'est d'attribuer à la Constitution les mots qui sont en définitive souvent ceux des hommes politiques et non pas ceux des institutions politiques. C'est donc des problèmes d'hommes. Je suis toujours un peu réservé quand on dit c'est une crise et c'est la faute des institutions. Le deuxième constat que je fais, c'est que en général, quand on change les constitutions, quand on ajoute des amendements aux constitutions pour régler des problèmes, on s'aperçoit que pour régler un problème, on en crée 10 de plus. Je vous donne un exemple. L'une des dernières modifications de la Constitution a été le fait d'interdire les dissolutions de l'Assemblée qui avant étaient aux mains du président de la République lorsqu'il le voulait, en 88 je crois. On a supprimé cela et on a interdit de faire les dissolutions avant, une deuxième dissolution moins d'1 an avant la dernière. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles
on est dans cette situation, parce que sinon le président de la République pourrait parfaitement faire une nouvelle dissolution. Donc le fait de dire c'est la faute de la Constitution, le fait de vouloir toujours, vous savez, les présidents de la République, ils ont souvent un prurite qui consiste à changer la Constitution pour marquer leur passage. Je crois qu'il faut être très 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 prudent. Comme disait Nietzsche, je crois qu'il faut changer les constitutions avec des pattes de colombe, c'est-à-dire avec beaucoup de prudence. Et comment vous, en tant que sénateur, vous observez tout ça depuis la Chambre haute, évidemment le Sénat, toute cette cacophonie, c'est le peu de le dire, à l'Assemblée nationale, la Chambre basse. Vous avez quel recul sur la situation et cette différence effectivement des deux chambres parlementaires? Oui, c'est pas nouveau. Le Sénat, l'avantage du Sénat, il y a deux avantages. Le premier, c'est qu'on ne peut pas le dissoudre et que par conséquent, ils voient ce genre d'événement avec une sorte de recul et de sérieux et de bon sens. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens en ce moment qui disent heureusement qu'il y a le Sénat, parce que, pas à cause de la dissolution, mais depuis le spectacle épouvantable qui est donné depuis 2022, notamment par l'initiative de LFI qui bordélise et qui conflictualise son propre terme l'Assemblée nationale. Le Sénat apparaît comme un havre de paix et de sérieux. Et où il y a une culture du compromis. Ça montre que le bicamérisme est quelque chose de fondamental dans les démocraties. Et puis le deuxième, c'est que le Sénat a l'habitude de voir l'Assemblée nationale décider en dernier ressort. Et bien entendu, de ce point de vue-là, pour pouvoir décider en dernier ressort, il faut avoir les moyens de décider. Et le problème d'aujourd'hui, c'est l'absence de majorité à l'Assemblée nationale, bien entendu, indépendamment des extrêmes qui n'ont qu'un souhait, c'est d'aggraver la crise politique. Quittons justement cette analyse des institutions pour parler de l'analyse des hommes et celle de évidemment François Bayrou, Premier ministre. Donc, c'est l'homme de la situation selon vous? J'espère que c'est l'homme de la situation. Quel rapport vous entretenez, vous, avec lui? Je connais François Bayrou depuis des années. Nous avons à peu près le même âge. Nous avons participé à des gouvernements ou à des assemblées quand j'étais député en commun. Par conséquent, et pendant un temps, nous avons été dans le même parti. Nous sommes des centristes et nous avons été dans les mêmes partis pendant de nombreuses années. Donc voilà, Bayrou était quelqu'un qui a une grande expérience et qui est sans doute, dire le seul homme de la situation, ça veut dire qu'il n'y en a pas d'autres. C'est un des hommes, comme l'était Michel Barnier. Et justement, si on pense à Michel Barnier, on s'aperçoit qu'il n'y a pas que des hommes. Il y a les situations aussi. Et quand, par exemple, si Michel Barnier a chuté, c'est parce qu'il n'avait pas les conditions politiques pour regrouper autour de lui une coalition suffisante, et notamment la gauche démocratique. Et ça, il pouvait faire ce qu'il voulait, avoir toutes les qualités qu'il voulait. Il ne pouvait pas résoudre ce problème. Est-ce que François Bayrou pourra le résoudre? On peut dire, après tout, il est dans les mêmes situations. Oui, mais c'est pas tout à fait vrai, parce qu'après cette motion de censure, je crois qu'il y a pas mal de députés qui l'ont voté, qui s'aperçoivent que leurs électeurs n'ont pas du tout aimé ce qui se passe et qu'ils ont fait une mauvaise chute de cheval. Je suis pas sûr qu'ils aient envie de recommencer à si bref délai, d'autant plus qu'on va s'apercevoir que, contrairement à ce qu'ils disent, c'est pas circulé, il n'y a rien à voir. Il va y avoir des conséquences, et d'ailleurs on commence à les voir, et notamment dans le blocage des décisions gouvernementales, l'impossibilité de faire passer les lois sur les agriculteurs. J'étais ce matin avec des représentants de la FNSEA et des JA qui disaient mais ça fait des mois et des mois qu'on attend cette loi et on va être obligé d'attendre encore. Donc contrairement à ce que disent ceux qui ont voté la censure, et d'ailleurs les agriculteurs leur ont fait savoir dans un certain nombre de départements. Donc, dont ici en région, évidemment, ouais. En murant les permanences des députés. Oui. Et par conséquent, la situation, il y a des hommes et il y a des situations. Donc je pense que François Bayrou, par son expérience, est bien armé pour affronter ce genre de situation. Maintenant, est-ce qu'il bénéficiera du fait qu'on va regarder 2 fois maintenant avant de faire une nouvelle motion de censure? Je l'espère, mais ça ne dépend ni de Bayrou, ni de moi, ni de personne. Ça dépend des partis politiques
qui ont voté la première motion de censure. Et puis ça dépend évidemment aussi du visage de ce nouveau gouvernement qui va être annoncé dans quelques heures, quelques jours. Hein. À quoi doit-il ressembler selon vous? Un, pour vous plaire à vous, groupe au Sénat d'Horizon, parti d'Édouard Philippe, et deux, justement pour éviter cette motion de censure, car c'est bien là tout l'enjeu. Oui, alors je pense que le gouvernement, il ne sera pas l'idéal de ce que voudrait Horizon, mais pour nous, nous l'avons dit, c'est très très clair. Premièrement, nous n'avons pas de ligne rouge dans les discussions, parce que si on commence à avoir des lignes rouges, c'est même pas la peine de commencer à discuter, ça va s'arrêter très vite. Et deuxièmement, nous pensons que la seule solution provisoire, bien entendu, elle va pas. Il faudra régler le problème une fois qu'on pourra faire une vraie majorité, et peut-être que ça n'arrivera pas avant 2027. Mais en tout cas, actuellement, il faut stabiliser les choses, et la seule façon de les stabiliser, c'est d'avoir non pas une majorité à l'Assemblée nationale, c'est impossible, mais une minorité suffisante pour que la motion de censure ne puisse pas être votée. Et pour ça, il faut des ministres à gauche comme à droite. Et pour cela, il faut un pacte de gouvernement, une coalition, on l'appelle comme on voudra, qui aille depuis la droite républicaine, c'est-à-dire depuis LR à droite, jusqu'à la gauche démocratique, c'est-à-dire jusqu'au PS et certains membres du NFP à gauche. Si on n'y arrive pas, ce sera fragile. Et moins on aura de partenaires dans cette situation, non pas vraiment pour aller au gouvernement, mais pour se mettre d'accord sur un programme minimum, moins on aura de partenaires, plus le gouvernement sera fragile. Donc sans les insoumis, sans le Rassemblement national. Oui, de toute façon, ils n'y tiennent pas. Et en ce qui me concerne, en tout cas, je ne le souhaite pas. Ce sont des partis qui sont, à mon avis, pas républicains, pas dans l'arc républicain. C'est ce que disait Elisabeth Borne. Et par conséquent, mais le problème ne se pose pas puisqu'ils ne souhaitent pas ni l'un ni l'autre. François Bayrou a quand même reçu les Marine Le Pen et Jordan Bardella ce matin à l'hôtel de Matignon. C'est pour donner des gages, des totems aussi, pour se dire quoi si le Rassemblement national, de toute façon, sera exclu de tout cela? Non, c'est pas pour donner des gages, c'est simplement parce que c'est la vie démocratique. Quand vous avez un parti comme le Rassemblement national, qui est aujourd'hui le parti qui a le plus de députés, quand vous avez un parti comme LFI, qui n'est pas le premier ou le deuxième, qui doit être le troisième, vous ne pouvez pas faire autrement quand vous êtes Premier ministre, et c'est d'ailleurs ce que faisait également Michel Barnier. Vous ne pouvez pas faire autrement que les recevoir et que discuter avec eux. Sinon, on ne reconnaît plus le vote des électeurs et on n'est plus en démocratie. Alors, il pourrait le faire, il pourrait leur fermer la porte de Matignon, mais je pense que ce ne serait pas une pratique très démocratique, et il a raison de recevoir tous les partis qui ont des députés à l'Assemblée nationale. Et à gauche, il n'y a pas d'accord de non-censure, c'est ce qu'a précisé en début d'après-midi le patron du PS, Olivier Faure. Ça veut dire qu'à tout moment, le gouvernement Bayrou peut être mort-né? Oui, ça veut, bien sûr qu'à tout moment il le peut, mais c'est le cas de tout gouvernement. Maintenant, le problème, c'est de savoir s'ils vont le faire ou pas. Avant de voter une nouvelle motion de censure, bien entendu, il y aura une motion de censure de LFI qui va tomber. LFI, c'est la motion de censure permanente, c'est le conflit permanent, et donc la prochaine motion de censure de LFI, elle va arriver dans les jours ou les semaines qui viennent, bien entendu. Maintenant que les autres la votent également, et notamment le Parti socialiste, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques jours, le Parti socialiste, il n'a pas l'air d'être très chaud pour suivre LFI comme il l'a suivi depuis 2022. C'est le moins qu'on puisse dire. Et la tâche qui a été affrontée aujourd'hui et qui est affrontée en ce moment même par l'Assemblée nationale, c'est cet examen de la loi spéciale. Elle permet, je le rappelle, de reconduire le budget 2024 à 2025 avec les mêmes conditions. C'est viable pour combien de temps cela? Quelques mois seulement? Non, parce que la loi spéciale, c'est temporaire. La loi spéciale, elle est faite pour passer le cap du 31 décembre. Voilà. Et de ce point de vue-là, je ne pense pas qu'il y aura de grandes difficultés. Même s'il y a un désaccord entre le président de la Commission des Finances, Éric Coquerel, qui pense qu'on peut faire des amendements à cette loi spéciale, alors que le Conseil d'État dit le contraire, et le Conseil d'État dit que c'est anticonstitutionnel. Mais ça ne me surprend pas que Éric Coquerel soit prêt à faire prendre à l'Assemblée des dispositions anticonstitutionnelles. Mais ça veut dire qu'en février-mars prochain, il va falloir plancher très urgemment sur un budget 2025 cette fois. Voilà, il va falloir y plancher dessus tout de suite. Tout de suite, après, ça va commencer dès le début de l'année prochaine, mais vous pouvez être certain que les administrations de Bercy et celles du Sénat et de l'Assemblée nationale sont en train de plancher, ce qui est d'autant plus facile
que nous étions en train de voter le budget lorsqu'il y a eu la motion de censure. Le PLFSS était arrivé à son terme, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu une motion de censure, et le PLFSS, donc le projet de loi de financement de la sécurité sociale, et le projet de loi de finances tout court, il était déjà largement entamé. Donc tout est prêt. Après, il n'y a plus que la procédure parlementaire, mais il ne va pas y avoir de grandes surprises dans ce budget, puisque tous les chiffres sont déjà connus. Et une autre urgence à gérer au-delà du budget pour François Bayrou, c'est ce qui s'est passé ce week-end à Mayotte, le cyclone Chido qui a ravagé l'île. Thierry Weber a une question pour vous. Oui, avant cette question, je vous propose d'écouter le ministre de l'Intérieur démissionnaire, Bruno Retailleau, qui a analysé la situation hier soir avant de se rendre à Mayotte aujourd'hui. C'est une situation vraiment exceptionnelle depuis 1934. Il n'y avait pas eu un tel événement climatique qui a conjugué à la fois plus de 226 km/h pour les rafales, de la pluie. L'entièreté de cet habitat précaire a été évidemment détruit. Et puis le troisième élément, c'était une forte houle qui a pu créer parfois des phénomènes de submersion marine. Donc un épisode climatique qui est absolument dramatique. Tout l'État, tous les services, les ministères sont absolument mobilisés. Claude Malhuret, vous êtes médecin de profession. Vous avez notamment présidé Médecins sans frontières pendant 2 ans. Médecins sans frontières est présent à Mayotte, notamment depuis 2009 où ils ont renforcé leur présence. L'accès aux soins était déjà difficile avant ce qui s'est passé ce week-end. Quelles conséquences, notamment sanitaires, doit-on redouter pour ce département français qu'est Mayotte ? Les conséquences, elles sont déjà là. Elles sont le fait qu'il y ait toute une population qui n'a, enfin, en dehors de ceux qui sont morts ou qui sont blessés, parce que évidemment il y a des dégâts considérables. En dehors de cela, ceux qui survivent aujourd'hui survivent pour beaucoup d'entre eux sans maison, sans toit, et par conséquent, la première urgence sera évidemment de fournir de la nourriture, de l'eau, parce que il va y avoir de ce point de vue-là des difficultés d'approvisionnement. Ce qui doit être amené de l'étranger ou de terres terres françaises qui sont les plus proches, c'est compliqué parce que la Réunion, qui est la terre française la plus proche, est à 1800 km. Ça pose un problème logistique considérable. Et puis, il y a évidemment ce qu'on craint toujours dans ce genre de situation, c'est-à-dire une épidémie, notamment une épidémie de choléra. En général, dans ce genre de catastrophe, contrairement à ce qu'on pense, il est assez rare qu'il y ait ces épidémies dans les suites immédiates des catastrophes. Mais il se trouve qu'à Mayotte, il y a déjà eu des épidémies de choléra en temps normal, et par conséquent, on ne peut pas ne pas penser à cette éventualité parmi toutes les difficultés qui vont se présenter dans les jours qui viennent au Mahorais. Et évidemment, on suivra ça. Immense merci Claude Malhuret d'avoir été notre invité dans ce 18-19. Je rappelle que vous êtes sénateur de l'Allier depuis 2014. Merci beaucoup. Très belle soirée. Vous êtes au cœur du 18-19 RCF.